Aujourd'hui dans cet épisode je vais tester mon sol, pailler les plants de mon verger, planter de la lavande et faire des semis. À quoi sert le test du sol? Le test du sol permet de connaître le type de sol que l'on a autour de chez soi. Car tous les sols ne se valent pas, ils sont composés de limon, d'argile ou de sable à différentes proportions. Pourquoi tester son sol? Car il va permettre de connaître plus efficacement les forces et les faiblesses de son sol. Par exemple, certains sols vont sécher plus vite que d'autres, certains vont craqueler, d'autres vont drainer l'eau. De plus, toutes les plantes ne pourront pas pousser sur n'importe quel sol. Par exemple, certaines plantes ne pourront pas pousser sur des sols argileux, d'autres ne pourront pas pousser sur des sols sableux. Il est donc important de connaître chaque nature de sol pour savoir quel sol nous entoure et savoir quelles plantes peuvent pousser efficacement ou non. Comment faut-il faire? Pour cela, il va falloir se munir de bocaux hermétiques, puis les remplir à moitié de terre, en prenant soin de prendre un échantillon sur toute la hauteur de la terre, en prenant les couches hautes de la terre et les couches basses jusqu'à 20 cm de profondeur environ. Ne pas hésiter à prendre sur plusieurs endroits de son terrain, comme vous allez voir ici, car parfois, à quelques mètres de différence, le sol n'est plus du tout le même. J'ai donc prélevé des échantillons en haut de mon verger et en bas du verger, dans mon jardin, en haut de mon champ, au bas de mon champ, et je pense que celui-ci a du potentiel, car les anciens du village avaient sélectionné cette zone pour y mettre les potagers du village. Et ce n'est sûrement pas pour rien, car un ruisseau coule, et dans les zones où l'eau coule, la terre est souvent plus fertile grâce à une présence accrue en limon. Une fois vos échantillons ramassés, il ne vous restera plus qu'à remplir le bocal entièrement d'eau. Une fois que cela est fait, il va falloir faire chauffer un peu les bras et secouer très fort les bocaux pendant une dizaine de minutes environ, jusqu'à obtenir une eau trouble sans éléments compacts à l'intérieur. Une fois que cela est fait, il va falloir attendre environ 24 à 48 heures. Dans mon cas, j'ai dû attendre plus d'une semaine. Pendant que les éléments se déposent au fond des bocaux et que l'eau s'éclaircit, je vais aller pailler les plantes de mon verger. Ok, pour ceux qui se demandent pourquoi je tape comme ça quand j'arrive quelque part comme ici, parce que maintenant on a de plus en plus de frelons asiatiques. Moi j'en capture même avec mes pièges que je mettrai un peu plus tard dans l'année. Et en fait, le simple fait de mettre des vibrations autour de là où on veut travailler, là où on veut faire quelque chose, ça permet de les agiter. Et en fait, si on entend un bourdonnement ou quelque chose, c'est qu'il faut absolument courir. Globalement, il n'y a pas trop de questions à se poser, mais faut se méfier, hein, parce que si on n'a jamais été piqué et qu'on ne sait pas si on est allergique, et ben à mon avis, il ne vaut mieux pas tenter. Pour ceux qui se demandent, cette remorque est une ancienne remorque de motoculteur, adaptée et refaite pour un attelage boule classique. On a aussi refabriqué des rehausses à partir des montants d'origine pour pouvoir stocker plus de volume dans la remorque. Elle n'est plus de première jeunesse, mais elle est encore très utile pour les tâches du verger comme le paillage. Une fois la remorque et ses montants fixés, je vais aller chercher du tuile à broyer que j'utilise comme paillage pour certaines de mes plantes.
Pourquoi le tuya broyé ne va uniquement que pour certaines plantes? Car le tuya est une plante acide qui a une tendance naturelle à acidifier les sols dans lesquels il se trouve, et donc je compte utiliser cette propriété pour certaines de mes plantes qui, elles, nécessitent un sol acide, alors que le sol de mon verger est fortement calcaire. C'est une expérience que je pratique depuis 2023 lors de la plantation de mes arbustes. Puis, direction les plantes nécessitant ce genre de paillage. Le premier arrêt est pour les amélanchiers, qui sont des arbres fruitiers qui préfèrent généralement vivre dans des sols acides. D'où l'utilisation du paillage de tuya. Voilà une image d'un amélanchier adulte. Il y a ensuite 5 myrtillers qui l'année dernière nous ont produit une centaine de grammes de myrtilles et qui ont l'air bien partis cette année pour nous faire une meilleure récolte. Et entre les myrtillers, il y a 2 pieds de groseillier à macro que nous irons pailler plus tard. Je pars ensuite chercher du fumier à l'écurie d'à côté. Il permet d'apporter du carbone grâce à la paille et de l'azote grâce aux excréments des chevaux. De plus, en étant stocké dehors, il permet de démarrer la décomposition du fumier, ce qui lui emmène tous les micro-organismes et les bactéries qui vont permettre d'avoir un paillage efficace. Et ensuite je vais aller pailler tout le reste de mes plantes de mon verger. Je vais commencer par le laurier thym au bas de ma propriété. C'est un arbuste qui permet de faire des petites baies pour les oiseaux et des fleurs pour les abeilles, et d'offrir un abri pour les insectes. Voilà une image d'un laurier thym en floraison. Voilà ensuite ma première vigne, Duchasse-la-Rose, plantée en fin d'année 2024. C'est une variété de raisin de table à petits grains. Il est préférable de prendre des raisins à petits grains pour que les grains arrivent plus facilement à maturité, surtout dans les régions froides avec peu d'ensoleillement comme la mienne. Je mets beaucoup de paille autour de la vigne pour pouvoir ensuite aller planter d'autres espèces qui vont pouvoir aider la vigne. Un viorne à feuilles ridées, qui est un arbuste qui produit des petites fleurs blanches, et des baies qui sont comestibles pour les oiseaux. Quatre arbustes baies de goji. C'est un arbuste très tendance qui produit des petites baies rouges, comestibles et qui sont très bonnes pour la santé. Une haie composée de 5 arbres à papillons nains et de 5 spirées japonaises. Elle permet une production de fleurs et attire les pollinisateurs. Une vigne Ampellia Aladin, encore une fois avec des petits grains. 3 bacs avec 2 mûriers palissés, dont un bac avec 3 framboisiers dedans. J'ai paillé large ici pour plusieurs raisons. La première étant qu'il n'y a pas beaucoup de terre, ce qui fait que les racines n'ont pas beaucoup d'eau à aller chercher en profondeur. Et le paillage servira aussi à empêcher l'herbe de pousser pour les futures plantes que je compte y installer. Ensuite je vais pailler mon lilas. L'arbre à papillons devant la maison. Un lilas de Chine. Ensuite l'arbousier, qui est un arbre avec le feuillage persistant, qui veut dire que le feuillage reste en hiver. De plus, cet arbre a une autre particularité, c'est qu'il fait des fruits et des fleurs en même temps. C'est-à-dire que les fruits restent 2 ans sur l'arbre, une année où ils sont fleurs, puis l'autre année où ils deviendront vraiment fruits et seront comestibles. Ensuite, les 2 groseilliers à macro. Il est de la même famille que le groseillier à grappe, sauf que lui, ses baies sont plus grosses, environ 2 cm de diamètre. Une haie de 5 millepertuis, ce sont des petits buissons à fleurs qui attirent les pollinisateurs. Ensuite, à la pointe de ma propriété, un buisson de beauté, qui est un arbre de 3 mètres qui produit énormément de fleurs et est très mellifère. Parfait pour les pollinisateurs. Les 2 jeunes noisetiers plantés cette année en septembre.
un laurier thym, qui est le même arbuste qu'on le retrouve plus bas dans mon terrain, déjà présenté. Une autre variété de millepertuis qui, elle, préfère plus l'ombre, qui vit dans l'ombre de la maison. J'ai aussi remis un coup de paillage sur les arbres fruitiers récemment installés. Ici, un prunier Reine-Claude. Un pommier transparent de Concel. Ensuite, un poirier beurre Clergot. Un pommier Melrose. Un pommier Reine des Rainettes. J'ai aussi installé une ligne de paillage au niveau de l'ancien rucher. Et sur quelques mètres de la clôture, on peut voir des pieds de clématites qui sont des plantes grimpantes qui poussent le long des clôtures. J'ai aussi paillé sur tout le long de la clôture. J'en ai aussi profité pour mettre un coup de cendre sur mes arbres fruitiers et mes plantes fruitières pour permettre de les enrichir en potassium. Le potassium est le deuxième oligo-élément le plus important pour les plantes. Il permet notamment d'aider à la fructification. Une fois que tout est paillé et prêt, je me suis dit que ça serait peut-être bien de continuer la lutte contre les ravageurs. Et pour continuer cette lutte, j'ai trouvé des plantes qui allaient le faire à ma place. Et donc, on va faire des semis. Je vais commencer par faire de la lavande. Et donc pour mettre de la lavande, j'utilise des pots de fleurs avec quelques billes d'argile dans le fond pour permettre le drainage de l'eau. La question qui peut se poser, c'est pourquoi planter de la lavande? La lavande a plusieurs avantages. Déjà, je la trouve assez esthétique, ça sent bon, et ça a un côté pratique qui est que ça éloigne certains insectes, notamment les guêpes, qui en fin de saison peuvent être vraiment dangereuses pour les pommiers notamment, car les guêpes vont aller dans les pommes pour les manger, ce qui peut vous faire perdre une partie de la récolte. Et de plus, la lavande est une plante très mellifère, très intéressante pour les pollinisateurs. Une fois les billes d'argile ajoutées, je vais rajouter un peu de compost dans les pots de fleurs. Je vais ensuite rajouter un peu de terreau pour semis, qui va aider à faire lever facilement les graines. Je tasse très légèrement pour éviter que le terreau devienne compact, car si le terreau devient compact, les graines auront du mal à germer. Et je vais ensuite récupérer les graines d'un vieux pied de lavande qu'on avait en réserve depuis plusieurs années. Je vais juste avoir à les secouer dans un petit sachet et je vais obtenir tout plein de graines. Et j'aurai juste à les placer sur le terreau. Et je n'hésite pas, j'en mets beaucoup, car il y a peu de chances que toutes germent, donc je préfère tenter ma chance avec beaucoup de graines. Une fois que c'est fait, je mélange un peu pour avoir des graines sur toute la surface. Ensuite, je vais arroser le haut du terreau.
ça va permettre de réactiver les graines en étant directement en contact avec l'eau. Et ensuite, je vais juste remettre une petite couche de terreau, juste histoire de recouvrir les graines. Puis je vais me lancer dans la création d'autres semis pour mon verger. Je commence par mettre beaucoup d'eau dans le fond de la barquette, ça va permettre d'ensuite humidifier le terreau. Je vais ensuite remplir la barquette de terreau pour semis. Une fois que la barquette est pleine de terreau, je vais tout simplement venir la tapoter doucement pour pouvoir ensuite la tasser. Ce qui va me permettre de pouvoir rajouter un peu de terreau dans les cases où il en manque un peu. Et ensuite, je vais creuser des trous à la profondeur souhaitée pour faire mes semis. Je vais pouvoir ensuite installer ma première variété de rose trémière. Je vais ensuite venir disposer mes graines dans la première ligne de gauche. Ne pas oublier de mettre la petite étiquette pour se rappeler de quelle variété il s'agit. Puis ensuite, encore une autre variété de rose trémière. Et pour finir avec les roses trémières, une dernière variété. Puis la prochaine espèce de plante va être de l'amarante rouge. L'amarante est une plante qui produit de longues fleurs, c'est donc une plante très mellifère qui peut aussi servir d'engrais vert. L'amarante est normalement une plante qui se sème en pleine terre et non pas dans des gobelets en semis. Mais dans ma situation actuelle, j'ai préféré essayer de les faire en semis d'abord. Je viens juste ensuite recouvrir les graines d'un peu de terre pour pouvoir facilement les faire germer. La prochaine espèce que je vais planter est beaucoup plus expérimentale puisqu'il s'agit de maïs. Le maïs étant normalement semé en pleine terre, la première variété de maïs est du maïs popcorn, qui sert, comme son nom l'indique, à faire du popcorn. Et ses épis ressemblent approximativement à des fraises, d'où son nom de maïs fraise. Je vais utiliser cet outil qui est gradué pour pouvoir faire des trous à une certaine profondeur pour pouvoir enfouir facilement les maïs dedans.
Ne connaissant pas le taux exact de germination, j'ai préféré rajouter le double de graines pour être sûr d'avoir des pieds de maïs efficients. Et la dernière espèce sera du maïs des Pyrénées, du maïs doux, qui est comestible en salade. Pour celui-ci, je mets uniquement 3 pieds par godet, car ces maïs sont vraiment grands par rapport au maïs fraise d'avant. Un petit coup d'eau en surface pour bien hydrater la terre et pour faire germer les graines. Le résultat une fois fini, je ne me fais pas trop de soucis pour l'excès d'eau. Les semis sont stockés dans la véranda et généralement il fait très chaud, l'humidité s'évapore très vite. Il ne me reste plus qu'à le ramener dans la véranda et à attendre. J'ai aussi reçu une dizaine de fraisiers de la variété Mont Everest qui ont une particularité, c'est qu'ils sont palissables car ils produisent de longues tiges que l'on peut accrocher à des grillages ou diverses clôtures. Quand je les ai reçus, ils étaient en racines nues, donc je les ai vite mis dans un pot avec un peu de compost et de terreau et ils ont bien meilleure allure. Une dizaine de jours ont passé et il est temps de retourner voir les résultats de nos bocaux. L'eau est devenue complètement claire et les différents éléments ont eu le temps de retomber au fond de l'eau. Et désormais, il ne suffira plus qu'à observer et mesurer les différences entre les limons, les sables et les argiles. Puis, il va tout simplement falloir appliquer cette formule de calcul pour savoir combien de pourcentage de chaque élément est représenté dans le bocal. Je vous mets des images des résultats avec quel bocal correspond à quel lieu. J'ai eu pas mal de mal à savoir exactement quel était le ratio, mais bon... je vais considérer que c'est juste. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que mes résultats ne sont pas bons. Et une fois qu'on a obtenu ces résultats en pourcentage, il suffit juste de se référer sur le triangle des textures. Voilà le tableau avec tous mes résultats obtenus. Et voilà, chez moi on voit bien que la tendance est fortement à l'argile. Et dans la zone de mon champ, on voit aussi qu'il y a une certaine présence de limon, exactement comme je le pensais. Comme quoi, même sans nos connaissances, les anciens avaient souvent raison. Le mercure est en hausse, les fleurs arrivent. Et il est encore tôt. Il est encore trop tôt. Alors que les gelées sont monnaie courante à cette période de l'année. Et si une gelée arrive au moment où les arbres fruitiers sont en fleurs, cela peut vraiment ruiner tout le reste de la saison. Il ne nous reste plus qu'à espérer que cela n'arrive pas dans les prochains jours.